Au sommaire de cette édition, immersion au cœur de la caserne de Bitche, les pompiers ont ouvert leurs portes au public. Les visiteurs ont pu approcher les véhicules d'intervention, assister à des manœuvres spectaculaires et même s'initier aux gestes de premier secours. Les projets fourmillent à Étain, la commune a entrepris de nombreux travaux, aménagement du carrefour, rénovation énergétique du bâtiment de la mairie et fluidification de la circulation. Le coût total s'élève à 1 million d'euros, la moitié a été financée par des subventions. Toujours côté chantier, à Sirstal, c'est le parvis de l'église et ses marches d'accès qui ont été entièrement refaits pour des raisons de sécurité. Le projet a coûté un peu moins d'1 million d'euros. Un ballon stratosphérique a été lancé par des élèves de 3e depuis le collège de Rohrbach-les-Bitche en direction de l'Allemagne. Il devrait rejoindre la ville de Baden-Baden et est suivi à distance via une application. D'autres élèves du pays de Bitche se sont lancés un défi de taille, construire un kart électrique 2 places et même un simulateur de conduite. Les premiers essais réalisés sur le circuit de Meisenthal sont concluants. Et pour finir, un spectacle de cirque atypique joué depuis un camion. Premier kilomètre signé par la compagnie belge ADM VZW a captivé le public du festival Perspective au parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim. Bonjour et merci de nous avoir rejoints sur Mosaïque Cristal. Après le JT, on partira à la découverte de la ferme du Kleinwald. Dans son magazine mensuel En Immersion, Marie-Morgane Pires est allée à la rencontre de Richard Fuchs, le gérant des lieux. Et vous le verrez, elle n'a pas hésité à mettre la main à la pâte pour préparer des glaces maison. Mais d'abord, plongeons dans l'univers des pompiers. Vous le savez peut-être, depuis plus d'un demi-siècle, la caserne de Bitche ouvre ses portes au public une fois par an. Une journée de découverte, d'échange et de démonstration. Petits et grands ont pu approcher les véhicules d'intervention de près, assister à des manœuvres spectaculaires et même s'initier aux gestes de premier secours. Reportage. Ils ne partent pas encore en mission mais maîtrisent déjà les gestes essentiels. Dans cette manœuvre, les jeunes sapeurs-pompiers doivent éteindre un bac en flammes à l'aide d'une lance à incendie. Sous les yeux du public, ils reproduisent les gestes appris tout au long de l'année. Pour des jeunes sapeurs-pompiers, ils étaient réactifs, ils étaient bien, quoi. Au moins, on voit la réalité de terrain des jeunes sapeurs-pompiers et ça permet de mettre en valeur leur travail devant tout le monde. Déjà, il faut être assez coordonné pour être synchro avec la deuxième équipe pour qu'on puisse avancer ensemble et attaquer ensemble. Et puis, il faut un petit peu de force aussi parce que le tuyau est plein d'eau et donc c'est vite très lourd. Plusieurs simulations comme celle-là étaient organisées tout au long de la journée. Les jeunes, eux, ont pu se glisser dans la peau des soldats du feu à travers un atelier d'escalade ou encore en manipulant une lance à incendie. Une belle occasion pour les pompiers de susciter des vocations et d'attirer de nouveaux volontaires. On est toujours à la recherche de personnel, de jeunes qui veulent devenir JSP à la fois. Donc on embauche au mois de septembre, donc c'est maintenant qu'il faut se présenter. Dans un premier temps, ils sont volontaires et ensuite ceux ou celles qui veulent devenir professionnels passent les concours et les formations adéquates et puis ils seront professionnels de notre département ou autre part. Cette année, plus de 800 visiteurs sont venus découvrir l'envers du décor. La caserne de Bitche compte aujourd'hui une cinquantaine de soldats du feu, dont une quinzaine de jeunes sapeurs-pompiers. Voilà, nickel. On reprend là ? On reste dans le pays de Bitche, direction Étain. Ce petit village de 700 âmes vient d'achever une série de travaux. Aménagement d'un carrefour, fluidification de la circulation et rénovation énergétique du bâtiment de la mairie. Ces réalisations ont été inaugurées la semaine dernière en présence du sous-préfet Wassim Kamel. Les détails avec Guillaume Dumonteil. On a aménagé le carrefour pour augmenter l'angle de visibilité à ce carrefour-là, pour le sécuriser. Et en même temps, on a fait un aménagement paysager. Donc un projet à 195 000 €, financé à 80%, à la fois par de la DETR, sécurisation de voirie, du fonds vert, riche, et de la MISUR, la sécurisation du département et de l'État. Donc près de 160 000 € de subvention pour un projet à 195 000 €. Inutile de vous dire que le maire d'Étain est content. Sur ce projet, le reste à charge pour sa commune a été particulièrement réduit. Cela méritait bien une inauguration en bonne et due forme, en présence du représentant de l'État sur l'arrondissement. La même scène de dévoilement d'une plaque s'est répétée à 2 reprises, à la mairie, où l'État, à travers différents fonds, a aidé à financer l'isolation thermique et la rénovation énergétique du bâtiment,
et au niveau des rues de Schmidwiller et des Vergers, où l'État et le département de la Moselle ont aidé la commune à financer des travaux visant notamment à fluidifier la circulation. Cette quête de subvention est assumée par le maire de la commune. Toujours être au fait de toutes les possibilités d'aide nous permettent finalement de faire des beaux projets. Là, nous avons quasiment dépensé 1 million d'euros avec quasiment la moitié en aide. Pour obtenir de telles aides, la recherche de plusieurs partenaires est encouragée. C'est un conseil qu'on donne aux communes pour le financement de leurs projets, c'est de chercher plusieurs sources de financement. Voilà. Ce qui permet de faire vivre un projet et de ne pas se fonder uniquement sur un mode de financement. Donc bien évidemment, il y a toutes les subventions de l'État, mais il y a aussi des financements de nos amis de la région, de nos amis du département et des intercommunalités. La recette qui a fonctionné à Étain peut marcher à nouveau ici, mais aussi dans d'autres communes, malgré les incitations à la baisse des dépenses publiques. Pour que 2 voitures y circulent, elle a entièrement été refaite. Et toujours côté travaux, à Sirstal, le parvis et les voies d'accès à l'église ainsi qu'à sa grotte font peau neuve. Ils devenaient vétustes, voire dangereux. La rénovation complète a coûté un peu moins d'1 million d'euros. Précision avec le maire de la commune, au micro d'Emilie Zell. Tout simplement, nous avions il y a 2 ans un problème de sécurité concernant l'ensemble des marches qui nous permettaient d'accéder à l'église. Les marches principales que vous avez vues devant, ainsi que ceux qui sont derrière nous, qui étaient totalement abîmés par le temps, bien entendu, parce que ça date, je ne veux pas dire de 100 ans, mais même au-delà. Et donc, à un moment donné, la sécurité nous a imposé les travaux que nous avons dû réaliser concernant le parvis de l'église. Qu'est-ce qui a été fait sur ce parvis? Alors sur le parvis de l'église, nous avons refait l'accès de l'entrée de l'église, ainsi que les marches qui sont derrière nous, l'ensemble du parvis de la grotte, et les marches qui permettent d'y accéder. C'est un coût à peu près de 96 000 euros, hors taxe, et l'État, avec le département, nous a aidés à hauteur de 50%. Alors c'est des marches qui sont en béton coloré, qui ressemblent au grès des Vosges, mais elles sont un peu moins chères que le grès des Vosges actuellement et sont plus résistants aussi dans le temps. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette solution-là. Qu'est-ce qu'il reste à faire autour de cette église? Alors autour de l'église, il reste encore à terminer les travaux qui sont engagés. Et notamment, il faut repeindre notre Bernadette qui est derrière moi, parce qu'elle aussi nécessite un petit peu un relooking, et c'est très important parce que sur notre commune, nous avons quand même un patrimoine religieux très important. Tout autre chose à présent, si vous habitez dans le pays de Bitche, vous l'avez peut-être aperçu dans le ciel ces derniers jours. Un ballon stratosphérique s'est envolé mardi matin depuis Rohrbach-les-Bitches. À l'origine de ce lancement, des élèves de 3e du collège Jean Settlinger. Camille Henriot a suivi pour nous les derniers préparatifs avant son envol direction l'Allemagne. 3, 2, 1, c'est parti! Ça y est, c'est l'heure du grand décollage. Ce lâcher de ballon, c'est l'accomplissement d'1 an de travail pour ces collégiens de 3e, inscrits en option sciences au collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches. En fait, c'est un projet avec Planète Science et le CNES. Et donc le but, c'est d'envoyer un ballon stratosphérique à 30-40 000 mètres d'altitude. Et donc pour faire ça, on va gonfler un ballon d'hélium. On va mettre 5200 litres d'hélium. En fait, les jeunes ont dû fabriquer la nacelle, donc c'est la boîte en polystyrène qui sera accrochée tout au bout. J'ai construit la boîte, la nacelle, avec tous les capteurs que mes camarades ont mis à l'intérieur. Des fois, c'est des capteurs pour savoir si la nacelle elle traverse des nuages, ou bien par rapport à la température ou la pression, etc. Et puis cette année, ils avaient un petit défi, ils devaient réaliser un système automatisé de largage de nacelle pour 5000 mètres. Élément d'ailleurs indispensable à ce vol en autonomie, le réflecteur radar. C'est pour que le ballon soit vu par les avions, puisque il va monter plus haut que les avions de ligne. Un avion de ligne, c'est à peu près 11 km d'altitude. Là, le ballon, il va monter à 30 km. Donc il va passer à travers des couloirs aériens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit déclarer l'activité auprès de l'aviation civile française et allemande, puisqu'on va en Allemagne. Voilà. Les collégiens peuvent suivre en temps réel l'avancée du ballon. Dans quelques heures, si tout se passe bien, ce ballon stratosphérique devrait rejoindre la ville de Baden-Baden en Allemagne. On a rajouté un petit tracker GPS puisque quand il va arriver du côté de Baden-Baden, c'est assez vallonné.
et du coup notre antenne ne captera plus grand chose. Au total, ils étaient 14 filles et garçons à participer à ce projet. Et ce n'est que le début, puisque le collège Jean Settlinger de Rohrbach veut encourager le plus grand nombre de jeunes à s'intéresser aux sciences. Et pour y parvenir, l'établissement devrait accueillir une classe à horaire aménagé mathématiques et sciences dès la rentrée 2025. Encore trop peu de femmes se tournent aujourd'hui vers une carrière scientifique. Pour tenter d'inverser la tendance, le ministère de l'Éducation nationale a lancé le plan d'action Filles et Maths soutenu par le rectorat de l'Académie de Nancy-Metz. Pourquoi ce partenariat avec les établissements scolaires et comment expliquer ce déséquilibre encore marqué? Élément de réponse avec la directrice académique adjointe de Moselle en visite au collège Jean Settlinger de Rohrbach-Lévitch. C'est un plan Filles et Maths qui est un plan qui a été lancé par Madame la Ministre au regard de tous les constats qui ont été faits depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire un besoin très important du côté des écoles d'ingénieurs, mais aussi un grand déséquilibre dans ces écoles d'ingénieurs avec la présence de garçons beaucoup plus importante que de filles. Et on se rend compte en fait que dans un cursus scolaire, dès le primaire, beaucoup de filles se censurent du côté des mathématiques, mais du côté des sciences plus généralement. Quand on regarde par rapport aux écoles d'ingénieurs, notamment pour l'entrée en classe préparatoire, ce sont 25% de filles qui intègrent ces écoles. C'est loin pas suffisant, c'est un constat qui est général. Et l'idée, c'est de se dire qu'à horizon 2030, 30 000 jeunes filles puissent choisir la spécialité mathématique, notamment en lycée, pour se donner le maximum de chances de faire évoluer positivement ce vivier. D'où en fait la question de quels établissements pourront accueillir éventuellement une classe à horaire aménagé mathématiques-sciences. Monsieur le recteur, avec ses équipes, est en réflexion sur cette question. Propos recueillis par Camille Henriot. Fabriquer soi-même un kart électrique 2 places, ça peut sembler ambitieux et pourtant c'est le défi relevé par des élèves de 3 établissements du territoire. L'un des groupes est même allé encore plus loin en concevant un simulateur de conduite. Après avoir planché toute l'année sur le projet, ils ont enfin pu tester leur bolide en conditions réelles. Emilia Zell a assisté aux premiers essais la semaine dernière sur le circuit de Meisenthal. C'est un premier test sur un véritable circuit de karting qu'a réalisé avec succès le groupe de projet. Le projet est un peu spécial puisqu'il a été réalisé en association entre les élèves du lycée Hurlevent de Beren-les-Forbach, de l'école d'ingénieurs de Metz et de l'IME de Forbach. Donc on s'était dit qu'à 3 on pourrait partir sur un projet. L'idée c'était des projets karting, donc pour pouvoir faire des baptêmes et des initiations en fait au karting à des personnes qui ont des déficiences. En fait on a fabriqué un karting double place et pour le côté ludique en fait l'autre classe en charge du projet a réalisé en fait un simulateur de karting, de conduite en fait sur base d'un ancien karting. Dès que tu as une flèche orange ou rouge, tu lèves un peu le pied de l'accélérateur. Tu n'as pas besoin de freiner d'un coup, le frein il est trop fort. Pour ce kart double place, les élèves ont dû faire face à certaines difficultés. Alors on est parti de 2 châssis de karts classiques thermiques Sodicart. Donc c'est un marque qui a un peu le monopole sur les kartings. Et on a décidé de faire un karting à 2 places, mais non pas thermique, mais électrique. Donc on a dû acheter un kit rétrofit, on appelle ça, quand on transforme un véhicule thermique en électrique. Et on a dû donc déjà souder les deux cadres, tout adapter la direction. Ensuite on a dû prendre pas mal de mesures, retravailler le câblage. Et on a dû vraiment faire matcher tous ces éléments qui de base ne vont pas vraiment ensemble. La principale difficulté qu'on a rencontrée, c'était le poids. Parce qu'on double le poids, de plus on rajoute des batteries. Donc des batteries c'est pratiquement 2 fois plus lourd que un moteur thermique. Pour les jeunes de l'IME de Forbach, participer à la construction d'un kart biplace et d'un simulateur de conduite est bénéfique. Étant donné que ce sont des jeunes en unité pré-professionnelle, donc ça leur a permis de découvrir d'autres ateliers, d'autres supports et de pouvoir transposer les acquis, les compétences qu'ils ont pu acquérir. La deuxième, c'est pour répondre aussi un petit peu à un sujet tendance au niveau de l'inclusion. Donc là, on a pu observer aussi nos jeunes participer, échanger avec les élèves du milieu ordinaire. Pour fêter la fin du projet, ils ont passé le reste de l'après-midi à se mesurer sur le circuit de Meisenthal avec 2 vraies cartes.
Au chapitre culture, c'était l'un des temps forts de la 47e édition du festival franco-allemand Perspective qui se termine ce samedi. Au parc archéologique de Bliesbrück-Ranheim, le public a découvert Premier Kilomètre, un spectacle de cirque contemporain pas comme les autres, joué par les comédiens de la compagnie belge ADM VZW. Il mêle acrobatie périlleuse et scénographie en mouvement. Regardez. Ici, pas d'estrade ni d'amphithéâtre, mais un camion. Garé sur le parking du parc archéologique de Bliesbrück-Ranheim, c'est lui qui sert de scène aux 6 artistes. Sans un mot, mais avec beaucoup d'imagination, les comédiens racontent le début d'un voyage. Le public, lui, ne reste pas simple spectateur. Cette représentation n'était qu'une étape pour la compagnie belge ADM VZM qui poursuit désormais sa tournée à travers l'Europe. On passe aux prévisions météo avec Sandrine Serbino. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, on va terminer la semaine en beauté avec une nouvelle très belle journée attendue pour demain. Le soleil sera encore bien présent dans un ciel dégagé. Côté température, les minimales iront de 19 à 20 degrés et les maximales de 30 à 31 degrés. Demain nous fêtons les Élysées et il fera jour de 5h26 à 21h37. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Les 14 et 15 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participez à des initiations et faites votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 14 et 15 juin à Beach. Bienvenue chez Little Brindille, votre family store. Pensez comme un vrai cocon, vous trouverez tout pour vos enfants et votre quotidien de jeunes parents dans une ambiance douce et chaleureuse. Mode, de la naissance aux 12 ans, mobilier, cadeaux, jeux, déco, tout a été soigneusement sélectionné pour sa qualité, son éthique et son esthétique. Future maman, privatisez la boutique pour votre liste de naissance. Little Brindille, l'univers rêvé des familles, rue des Généraux-Crémer à Sarreguemines. Venez vivre 3 jours de fête, de musique et de spectacle à l'occasion de la 32e édition du Festival de la Saint-Paul à Sarreguemines. Du 27 au 29 juin, plus d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités magiques. Vendredi 27 juin dès 17h45, inauguration en fanfare avec les Rockmagnons dans les rues du centre-ville jusqu'en place du marché. Grand spectacle microcosme avec des insectes géants lumineux en déambulation par la compagnie Planète Vapeur le samedi soir dès 22h30. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des surprises avec vos commerçants à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à cultiver vos émotions. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du 1er juillet à 16h pour les abonnements et dès le mercredi 2 juillet pour la billetterie individuelle, sur place en mairie lors des 2 journées de lancement ainsi qu'à l'office de tourisme. Passez une journée festive ce samedi 28 juin à Lemberg. Au programme de la journée, de nombreuses animations ludiques, sportives et culturelles, mais aussi de la musique avec de nombreux groupes présents tout au long de la journée. Et en soirée, ne manquez pas les concerts des Surfing Coconuts, des Selkilt et des DJNL, avec un magnifique feu d'artifice. Rendez-vous samedi 28 juin à Lemberg. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine dans Hopla, je vous emmène à la découverte d'un petit paradis pour les pêcheurs, mais aussi pour les promeneurs, l'étang du Val-Chauffe à Putelange-au-Lac.
Cette réserve d'eau s'étend sur une surface de 55 hectares. Elle fait partie d'un ensemble de 6 étangs construits dans les années 30 pour servir de dispositif de défense pour la ligne Maginot. Aujourd'hui, ce point d'eau est réservé exclusivement à la pêche. Il est interdit de s'y baigner. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce mercredi midi sur Mosaïque Cristal. Comme promis, on retrouve Marie-Morgane Pires pour un nouveau numéro de votre magazine en immersion. Elle s'est rendue à la ferme du Kleinwald à Breidenbach pour découvrir les coulisses de la production laitière et s'essayer à la préparation de glace artisanale. Regardez. Bienvenue dans cette nouvelle aventure en immersion. Aujourd'hui, je suis au cœur du Pays de Bitche à la ferme du Kleinwald. On va découvrir ensemble les coulisses de la préparation de leur fameuse glace. Suivez-moi. Bonjour Richard. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans l'exploitation familiale aujourd'hui. Avec plaisir. J'ai hâte de découvrir un petit peu les coulisses des délices glacées du Kleinwald, parce qu'on vous voit souvent lors des marchés, etc. Mais là, l'idée, c'est de comprendre un petit peu votre quotidien, comment ça se passe dans les coulisses. Okay. Du coup, la journée démarre par quoi? Déjà, là, on est sur l'exploitation laitière et d'élevage. Donc là, du coup, on va déjà faire tout ce qui est propre à la fabrication de lait. Donc là, on va déjà nourrir les veaux. On va également voir un peu si l'élevage laitier il se passe bien. On a quelques petites bricoles à faire au niveau des vaches. Et puis voilà, et on sera partant après pour aller faire la glace, quoi. Ok, super, je te suis. Ça marche, va bien. Là, on est dans le bâtiment où il y a la production laitière qui est effectuée avec le robot de traite, le robot de raclage qui va ramasser effectivement les excréments des vaches toute la journée. Mais la première étape qu'on va faire, c'est nettoyer leur logette. C'est un peu leur matelas pour dormir. Donc ça, c'est la première étape qu'on fait quand on arrive le matin. C'est un peu leur nettoyer déjà l'endroit où ils dorment la nuit, quoi. Okay. Donc ça, on peut déjà le faire ensemble. Alors là, tu vois, c'est ce qu'on appelle les logettes. C'est là où elles vont dormir, se reposer la journée aussi. Donc elles ont été calibrées pour que les bouses elles tombent dans le passage où il y a un robot automatique qui passe toute la journée ramasser. Mais il peut arriver parfois que voilà, c'est sur les logettes, sur les fameux matelas où ils dorment. Donc le but là, déjà, la première étape, c'est d'enlever tout ce qui est un peu impropre et après on va nous remettre de la paille. Pour qu'elle soit le plus à l'aise possible. C'est ça, le but c'est qu'elle soit le plus à l'aise possible, le plus propre possible aussi pour la traite après. Ça évite également que la vache soit trop sale lors de la traite. Donc voilà, l'idée c'est simplement de faire ça. Donc ça, si tu veux le finir sur la rangée, et moi après, je vais passer derrière toi avec de la paille pour faire propre. Il y a combien de vaches laitières ici? Alors là, on est après, il faut compter en moyenne 60 vaches laitières à la traite. Ok. De manière permanente. Après, ça varie en fonction de celles qui sont malades, celles qui vont mettre naissance et des choses comme ça, quoi. Là, c'est une machine assez particulière, qu'est-ce que c'est? Ouais, alors ça, c'est le fameux robot de traite. Donc ça, c'est l'outil indispensable du coup, pour la traite des vaches. C'est celui-ci qui remplace du coup, tout ce qu'on faisait manuellement avant. Okay. Donc voilà, mais là-dedans, il y a aussi compris tout un outil informatique. Et là, la tâche qu'on doit faire maintenant, c'est voir s'il y a des vaches qui ne sont pas passées à la traite depuis une quinzaine d'heures. Donc là, c'est l'ordinateur du robot qui va nous dire quels numéros de vaches ne sont pas venus se faire traire depuis plus de 12 heures. Donc on sait qu'on doit chercher la 47, la 66 et la 32 dans l'ensemble du troupeau qui se trouve là où on était tout à l'heure. Parce qu'elles doivent être... Oui, donc toutes les 12 heures environ, elles doivent être traites. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. Donc l'idée, c'est que parfois, elles peuvent avoir un souci au pied, elles peuvent avoir peut-être un souci médical. Donc elles ne vont pas se lever ou venir d'elles-mêmes. Donc là, l'ordinateur nous indique qu'elles ne sont pas venues. Donc nous, du coup, on va voir ce qui s'est passé, pourquoi elles n'y sont pas allées. Est-ce que c'était juste de la fainéantise ou quelque chose comme ça? Parce que sinon, elles viennent toutes seules, du coup. Sinon, elles viennent toutes seules. Donc à l'avant, il y a un distributeur de granulés qui les récompense à chaque fois qu'elles viennent au robot et qui va aller distribuer de l'alimentation pendant qu'elles se font traire. Donc c'est le numéro sur son oreille qu'il faut regarder? C'est ça. Alors il y a plusieurs numéros. Le numéro 3699, c'est son numéro d'identification, mais le numéro en jaune, ça c'est son numéro où il y a une puce à l'intérieur qui est uniquement importante pour le robot. Ok.
Okay. Donc c'est là-dedans qu'est localisée la puce pour le robot, qui va nous dire. Donc c'est ce numéro-là qu'on doit chercher. Voilà. Là c'est parti. Allez, hop. Doucement, doucement. Allez, viens. Donc là, tu vois, on a localisé la 66 et on va la ramener dans un petit enclos, c'est une genre de petite prison, donc où il n'y aura pas à manger dedans et pas à boire, ce qui va l'obliger à aller dans le robot assez rapidement. En général, il n'y reste pas plus d'une demi-heure grand maximum, quoi. Donc voilà, elle a l'habitude, donc elle y va toute seule, là, on peut le voir, elle est rentrée toute seule dedans. Donc voilà, et après d'elle-même, elle va passer de la petite prison au robot de traite. D'accord. Ah oui, là on voit, il y en a une qui est allée dedans. Ouais. Et là, elle ressort tout de suite parce qu'elle est déjà venue plusieurs fois. Donc le robot, il sait qu'elle est déjà venue plein de fois. Donc il ne va pas lui donner des granulés il y en a qui en essayent, abondance. Ouais, voilà. Donc il ne va pas donner des granulés à illimité. Donc voilà, il la refait sortir. Tout ce système, ça vous permet aussi de gagner du temps, j'imagine, de la traite Oui, ben, il y a déjà plus cette charge de travail le matin et le soir. On passait environ 1h30 de traite le matin et 1h30 le soir. Là, aujourd'hui, même une personne un peu moins qualifiée, elle peut effectuer le travail qu'on vient de faire là en une demi-heure le soir. Donc voilà, c'est un tout autre métier. Hein. C'est un peu plus ouvert, il y a un peu plus de suivi technique derrière à faire, quoi. Ok. Et du coup, on a vu, il y a d'abord les pieds qui sont nettoyés, c'est ça C'est ça, donc avec eau chaude et savon, il y a une petite brosse qui va repérer les pieds à l'aide d'un laser et qui va nettoyer l'ensemble des pieds pour que le pied soit le plus propre possible avant la traite. Et après, il va accrocher l'ensemble des pieds pour la traite avec le bras robotisé. Alors là, du coup, on se trouve dans la pièce qui va séparer justement le lait qui provient des vaches qui sont sous antibiotiques, qui viennent mettre au monde un bébé veau. Donc voilà, il va être réparti dans des bidons qui sont là. Et celui-ci, plutôt que d'être mis dans le tank pour le ramassage, il va être servi et utilisé pour nourrir les veaux le matin. Donc voilà, après on va le mettre dans ce qu'on appelle un taxi-lait qui va chauffer ce lait à une température idéale pour eux. Et on va le distribuer le matin. Voilà. Donc là, on va aller donner le biberon à des petits bébés. Sacré biberon, hein. C'est ça. On se retrouve devant l'un des veaux qui est né il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je t'ai fait l'honneur déjà de lui apprendre à boire au biberon, mais ce soir, c'est quand même toi qui vas t'en charger. Donc voilà, je te laisse. Donc tu vas simplement lui présenter le biberon devant et il va normalement assez boire facilement. Ok. Alors, attends, on va quand même vous montrer qu'il y a le biberon ici. Voilà. Et tu peux lever légèrement le biberon pour que ça penche vers le bas. Et voilà. Et il y met beaucoup. Là, on se retrouve avec du coup les veaux qui sont du coup classés par ordre de naissance plus ou moins. Donc ici, c'est là où ils vont recevoir encore le plus de lait. Et après, quand on va arriver au bout du cycle, c'est là où ils vont être sevrés de lait. Ils ne recevront plus que les aliments en granulés. Et après, ils vont basculer soit à l'extérieur dans les parcs ou soit dans un bâtiment d'engraissage. Ok. Et jusqu'à quel moment après ils pourront rejoindre l'exploitation Si c'est une femelle, au bout d'à peu près 2 ans, elle va peut-être commencer à avoir sa première grossesse. Et idem pour le mâle, il va être dans la viande au bout de 2 ans et demi. Donc là, c'est le lait qui provient de l'exploitation. Ouais, donc ça, c'est le lait qu'on allait chercher dans le tank à lait à la haute ferme et du coup sur lequel on va travailler pour faire de la glace. Quels sont les ingrédients principaux Alors là, du coup, je t'ai préparé une préparation de glace crème glacée à la vanille Madagascar. Donc du coup, ce qui rentre dans cette recette, c'est toujours la base, c'est le lait. Donc une base de crème anglaise, donc lait, jaune d'œuf, un mélange de différents sucres avec la vanille. Okay. Donc voilà, ça c'est vraiment la base et ensuite à la fin, on vient rajouter la crème sans mixer. D'accord. Ça, c'est notre base de préparation. Donc là, je peux déjà t'inviter à faire, c'est rajouter le lait. Ouais. Du coup, là, maintenant qu'on a rajouté le lait et les jaunes d'œufs, on va y incorporer les sucres ainsi que la vanille. Donc je mets tout d'un coup? Oui, tu peux tout mettre d'un coup. Ouais. On a rajouté le sucre à la préparation, on va pouvoir simplement mixer l'ensemble. Du coup, je vais te laisser faire. Donc là, tu as juste besoin après de mélanger un peu, de faire avec la turbine. À la fin, on rajoute la crème sans mixer pour éviter que ça fasse du beurre et des choses comme ça, que ça tourne. Donc là, on rajoute simplement la crème à la fin. C'est notre fameuse sorbetière. Donc sur la sorbetière, il y a 2 parties, la partie cuisson et la partie refroidissement. Là, on va verser notre mélange dans la partie cuisson pour pasteuriser le mélange.
La pasteurisation permettra de créer du coup la DLC d'1 an, mais aussi que les femmes enceintes puissent consommer notre glace. Là, c'est pas du lait cru, quoi. Tout est pasteurisé. Donc du coup, ça c'est une machine qui est super importante dans la fabrication après de la glace. C'est ça, elle est indispensable et surtout elle permet la cuisson et le refroidissement sur le même appareil, ce qui fait gagner un gain de production beaucoup plus important que certaines sorbetières où vous faites la cuisson à part et le refroidissement de l'autre côté. Et là, du coup, dès que j'ai versé mon mélange, j'appuie ici. Ça va créer un numéro de l'eau, un suivi de l'eau et à quelle heure je l'ai lancé. C'est super important, notamment pour les grandes surfaces, pour avoir le suivi et la traçabilité, quoi. Du coup, sur la table d'emballage, on va utiliser cette machine-là, qui est une étiqueteuse, sur laquelle on va reporter le numéro de l'eau qu'on avait sur la machine tout à l'heure. Et on va aller le mettre sur les pots qui sont là, qui vont nous servir à vendre aux restaurants qui ont commandé et à notre manifestation de ce week-end. Voilà. Donc voilà, je te laisse l'honneur d'étiqueter l'intégralité de ces pots. Donc là, sur l'étiquette que tu vas mettre, il y aura le numéro de l'eau et la DLC. Okay. Donc tu peux le mettre sur la partie en dessous des pots. Et du coup, comment vous est venue l'idée avec ta famille de créer des glaces? Bah, on était dans un moment où on avait besoin de revaloriser la production laitière. Et mon frère avait déjà ça en tête d'un peu plus longtemps que moi. Et puis on a eu l'occasion de la goûter sur un salon à Metz. On a trouvé ça l'idée géniale. Et on s'est dit, on va une fois voir, on va faire venir ceux qui nous proposent le concept. Et finalement, en 2 mois, on s'est décidé. Et en décembre 2017, on avait sorti déjà nos premières bûches et on avait lancé le concept en septembre, quoi, donc 2017. Donc ouais, c'est venu un peu vite, mais c'était vraiment un coup de cœur gustatif, quoi. Et ça fonctionne bien parce que maintenant on les voit partout quasiment dans le secteur. Ouais, c'est ça, on est quasiment présent dans l'intégralité des supermarchés de notre secteur. On est un peu partout sur les manifestations, donc c'est un produit qui vient être reconnu de plus en plus, donc c'est bien, quoi. Notre mélange est arrivé à température, il a atteint le degré de pasteurisation de 84 degrés. Donc là, il va descendre dans la partie inférieure de la machine, donc ce qui va procéder au refroidissement. Donc là-dedans se trouvent des couteaux qui vont procéder au foisonnement naturel, donc, mais on ne va pas y incorporer de l'air comme le ferait un industriel. Là, il y a uniquement le foisonnement naturel, donc ce qui fait que notre glace elle est beaucoup plus lourde qu'une autre en termes de poids et de volume, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça va durer à peu près 5 minutes et ça va descendre jusqu'à moins 10 degrés, mais très rapidement. En termes de quantité, vous êtes à combien de litres par semaine, par exemple? Alors là, par semaine, en général, on fait 150 litres de glace. Ça, c'est un peu la moyenne annuelle. Alors, il y a des périodes comme janvier et février, c'est hyper calme. Mais après, sinon, le restant de l'année, après, ça redémarre très, très vite, quoi. Du coup, maintenant qu'on a rempli nos pots et qu'on a égalisé, on peut fermer avec les couvercles. Vas-y, je te laisse faire. Donc ici, c'est une exploitation familiale. Tu travailles avec ton frère et ta maman notamment. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe au quotidien? Bon, ça va, ça se passe plutôt bien. Après, travailler en famille, tout le monde connaît. Il y a des hauts et des bas, mais ça, après, on est dans un contexte d'agriculture, c'est un monde assez difficile. Il vaut mieux affronter tout ça en famille. Et c'est quelque chose qui se passe plutôt bien en ce moment, donc pourvu que ça dure. Et c'était une évidence pour toi de justement rejoindre cette aventure familiale Il y avait toute cette partie glace, tout le développement de la restauration, et effectivement c'était quelque chose où mon frère il était sur l'exploitation fermière, donc ouais, c'était une évidence pour moi d'apporter mon savoir-faire, notamment à ce niveau-là, quoi. Et tu as fait une formation particulière, tu as suivi des études ou quel est un peu ton parcours? Alors mon parcours il n'est pas du tout agricole, il est vraiment commercial à la base. J'étais responsable de magasin Action avant d'intégrer l'exploitation, donc du coup voilà, j'ai apporté mes connaissances notamment dans tout ce qui était le commerce, pour après démarcher les grandes surfaces, des choses comme ça, quoi. Donc ici, vous voulez aussi de plus en plus miser sur la restauration, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors là, on se retrouve dans un ancien poulailler qui a été entièrement réaménagé, nettoyé, désinfecté pour proposer la restauration. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière et qu'on va renouveler cette année. Donc ça, c'est vraiment un objectif, c'est de développer vraiment la restauration et le mode glacier à la ferme. Ok, et du coup en restauration, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors on retrouve notre classique burger, celui-ci il est en constant sur la carte et on peut manger ça de 11h30 à 17h le soir en continu, en même temps que les glaces. Et toutes les semaines on a un nouveau menu. Okay. Donc, et cette année on va également lancer toute nouveauté, c'est la pirade. Donc pirade à partager pour 4 personnes, avec la viande de la ferme et tout, ça va être vraiment super. Et ça fonctionne bien au niveau des personnes du secteur qui aiment venir justement à la ferme sur place?
Ouais, c'est ça. Donc l'année dernière, sur l'ensemble des menus, on avait toujours après une quarantaine, cinquantaine de personnes qui s'inscrivaient et une vingtaine qui se rajoutaient pour venir consommer de la glace, pour manger un burger dans l'après-midi. Donc tout ça, on avait quasiment complet l'année dernière à chaque fois. Donc on a pu bien suivre un petit peu tout le cheminement de l'exploitation jusqu'au produit de la glace. Donc merci beaucoup pour toutes ces explications. Toi, au final, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité, dans ton quotidien ici ? Comme tu as pu le voir, on a touché à plein de métiers différents. C'est l'absence de routine. Tu vois, on va autant être sur l'exploitation, travailler avec les animaux, mais après aussi sur la pâtisserie, la glace. Après, il y a tout le côté démarchage, la cuisine. Ouais, en fait, ça prend un panel extrêmement large de métiers. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment bien dans ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Ok, encore une fois, merci beaucoup. Bonne continuation à toi et toute ta famille. Merci. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.